À tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec nous l'économiste Fouad Abdelmoumni. Fouad Abdelmoumni, qui est économiste de formation, comme je viens de le dire, citoyen marocain de 62 ans, issu d'une famille d'opposants, enrôlé dans les syndicats des lycéens depuis l'âge de 14 ans, disparu et emprisonné 3 ans à l'âge de 19 ans, ensuite disparu de nouveau durant 2 années à 25 ans et dans l'isolement total dans un lieu tenu secret, le fameux centre tristement connu d'Herb Moulay Chérif, membre du mouvement pour la démocratie, les droits humains et la transparence depuis toujours, ancien vice-président et porte-parole de l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains, ancien secrétaire général de Transparency Maroc et qui a fait toute sa carrière dans l'économie de développement. Mais avant de retrouver Fouad Abdelmoumni à Rabat, je vous propose cet extrait. Je pars du parti pris que la démocratie est un bien universel dans lequel il ne peut pas y avoir de spécificité. Nous sommes en dictature ou nous sommes en démocratie. Et quand nous disons dictature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne ou une junte qui est au-dessus des lois et des institutions et qui impose des dictats. Or, nous sommes dans le pays du diktat. Lorsque nous disons que nous voulons une évolution, ça veut dire quoi? Passer à la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est essentiellement trois choses. Est-ce que véritablement nous parlons de démocratie ou nous parlons d'aménagement dans le système existant? Fouad Abdelmoumni, la raison de notre petite conversation d'aujourd'hui est que vous avez subi de la part des autorités marocaines une pratique qui s'appelle le revenge porn, ou en français traduite par porno-divulgation, qui est un contenu sexuellement explicite rendu public et partagé en ligne sans le consentement de la personne des personnes apparaissant dans le contenu. Fouad Abdelmoumni, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en détail ce qui vous est arrivé? Bonjour. Alors, par rapport à votre définition, il y a un bémol à apporter, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les séquences vidéo dont il est question n'ont pas été diffusées sur Internet, mais ont été envoyées à des dizaines de personnes sur leur compte WhatsApp. Et par contre, il y a des menaces de passer à des étapes supérieures qui pourraient certainement inclure la mise en ligne de ce genre de vidéos. Et on a vu il y a quelques semaines comment ça a été effectivement fait à l'encontre d'un ancien ministre qui n'est plus en odeur de sainteté auprès des pouvoirs ou du pouvoir dirigeant au Maroc. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais reçu un certain nombre de menaces, en particulier après qu'en octobre-novembre 2019, j'avais, avec d'autres, dénoncé le fait que nous avions été espionnés grâce au logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO. Et donc, WhatsApp nous avait fait aviser que nous étions parmi une centaine d'activistes de la société civile dans le monde dont les téléphones avaient été hackés grâce à un problème de sécurité informatique sur WhatsApp, vraisemblablement en avril-mai 2019. Et WhatsApp s'en est rendu compte en octobre 2019 et nous en a avisé. Et donc, nous étions 8 personnes au Maroc à avoir dénoncé publiquement cette atteinte à notre intimité, la confidentialité de nos échanges, qui sont des droits garantis par la Constitution au Maroc et par les conventions internationales signées par l'État marocain. Et depuis, il y a eu une escalade de menaces, notamment à travers certains sites d'information réputés très proches des services. Et donc, c'est lorsque j'ai refusé de me plier aux injonctions
de me taire, notamment sur les questions de violation des libertés et de poursuite, d'incarcération d'activistes, de journalistes, etc., qu'on est passé à cette étape où le 13 février 2020, 7 séquences vidéo de quelques minutes chacune ont été diffusées, ont été partagées par des numéros anonymes à l'attention de dizaines de personnes qui pouvaient me connaître ou connaître ma partenaire de près ou de loin. Et ces séquences-là avaient été enregistrées dans ma maison. L'angle de prise de vue permet clairement d'identifier le lieu où les caméras avaient été incrustées. C'était dans 2 appareils de climatisation dans 2 pièces, donc un appareil dans le salon et un autre dans la chambre à coucher. Et il semble vraisemblable que les caméras étaient enclenchées grâce à l'enclenchement de la climatisation dans chacune des 2 pièces. D'après l'angle de prise de vue, il était évident que les images étaient prises par une caméra installée dans les appareils de climatisation. Et il semble aussi que ce sont des appareillages très sophistiqués, puisque même dans la semi-obscurité, ils parviennent à donner une bonne qualité d'image. Je présume qu'il y avait d'autres modalités de prise de son parce qu'on entend très distinctement les paroles des 2 protagonistes pris en caméra, alors que la caméra est éloignée et elle est dans l'espace de l'appareil de climatisation où il y a un bruit relativement conséquent et diffus. Donc, je présume qu'il n'y avait pas que les caméras. Lorsque je suis allé voir dans ces endroits, je n'ai pas pu trouver, je n'ai pas l'expertise pour prétendre que, avec certitude que les appareils qui ont filmé n'étaient plus là, mais je suis convaincu qu'ils avaient été enlevés. Ça veut dire que nous sommes en présence d'une organisation qui a la capacité d'entrer dans les maisons des gens à plusieurs reprises, au moins pour installer et pour désinstaller, qui a un savoir-faire extrêmement pointu, puisqu'elle peut avoir des appareillages et les installer et recueillir les séquences vidéo et les exploiter, les mettre disons, les présenter d'une manière professionnelle. Ce sont des gens qui ont pu entrer, encore une fois, après avoir commis leur forfait initial pour retirer ces équipements. Ce sont des gens qui ont pu obtenir des dizaines et des dizaines de numéros de téléphone de personnes qui pouvaient être sensibles à ce genre d'enregistrement. Ce sont des gens qui sont extrêmement connectés puisque on voit clairement l'annonce de ce fait dans une émission de l'un des sites réputés proches des services qui annonçait clairement les événements qui allaient suivre. Et donc, pour moi, le doute sur le fait que nous sommes en présence d'une action menée par une vraie organisation qui n'a pas des moyens d'un journal, fût-il aussi puissant que le plus puissant des médias internationaux, ce n'est pas quelque chose qui peut s'être fait sans la capacité et sans la décision d'organes extrêmement puissants au sein de l'État marocain.
évidemment, je n'exclus pas qu'il y ait des connexions avec d'autres. Le simple fait, par exemple, que nous avons l'affirmation que l'État marocain a utilisé contre moi et contre d'autres personnes le logiciel espion israélien Pegasus montre que quelque part, il y a toujours des connexions, mais pour moi, la responsabilité de l'État marocain est presque indubitable. Lorsque nous avons fait notre communiqué sur le logiciel espion, l'État marocain n'a pas réagi. Nous avons fait un courrier à l'attention de l'autorité en charge de la confidentialité des informations numériques au Maroc, CNDP, et son président m'a reçu pour me dire que eux n'ont pas d'autorité sur ce genre de questions, qui ne sont pas concernés, et j'ai insisté pour que nous recevions une réponse formelle, officielle de sa part, pour pouvoir éventuellement engager d'autres actions. Nous n'avons jamais reçu cette réponse. Ça veut dire que l'État marocain ne peut pas se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance de ces faits. Ils sont sur la place publique au moins depuis octobre 2019 et c'est un État qui connaît le moindre fait et geste de chacun des citoyens et surtout des activistes. Et donc, je suis une personne qui est soumise à un contrôle policier rapproché depuis toujours, depuis au moins l'âge de 19 ans. Donc, prétendre que la situation est normale et que nous avons un appareil policier qui veille à la sécurité des gens et des biens et que nous avons une justice qui pourrait, le cas échéant, si elle était sollicitée, rendre justice et dire le droit en pareille chose, ce sont tout simplement des foutaises auxquelles nous sommes trop habitués de la part de tous les pouvoirs dictatoriaux et non pas seulement du pouvoir au Maroc. Pour que les internautes puissent bien comprendre le niveau d'intrusion dans votre vie privée, Monsieur Fouad Abdelmoumni, j'aurais voulu savoir comment vous avez vécu la première fois que vous avez pris connaissance de ces images, pour vous et pour là où les personnes qui apparaissent dans ces supports. Merci pour la question. Alors, pour moi, c'est un viol. Imaginez n'importe quelle personne qui se retrouve à son insu et contre sa volonté présentée dans des séances pornographiques. Mais c'est un double viol lorsque ça se passe dans une société comme la société marocaine où la sexualité, disons, tout discours public sur la sexualité, toute exposition à caractère sexuel a une gravité décuplée. Et c'est multiplié par 100 lorsque nous pensons à la situation de la femme, sachant tout l'opprobre qui est jeté sur la sexualité féminine dans un pays comme le mien. Donc, il est évident que nous sommes en présence d'une organisation criminelle qui a délibérément choisi d'aller au summum de l'agression morale, à l'assassinat moral qu'elle pouvait, summum qu'elle pouvait atteindre, et parce qu'elle considère qu'elle est en présence d'un ennemi et qu'elle considère qu'elle peut bénéficier de l'impunité tant que cet ennemi n'est pas vu en odeur de sainteté par le pouvoir au Maroc. Cher Fouad Abdelmoumni, c'est une pratique courante au Maroc. Il y a eu d'autres faits similaires qui vous ont précédé. Si oui, pouvez-vous nous dire quels étaient les protagonistes visés? Alors, il est évident que l'intrusion dans l'intimité des gens est une pratique extrêmement ancienne. On avait déjà entendu dès les années 60 parler
de chantage aux images pornographiques pour certaines personnes. On avait surtout entendu que des dirigeants d'opposition avaient été arrêtés avec leur petit ami et qu'on avait escamoté le dossier, qu'on n'avait pas présenté à la justice, en sous-entendant clairement que ce sont des dossiers qui pouvaient arriver à la justice ou à la presse ou aux familles, etc., si jamais ces opposants n'étaient pas compréhensifs à l'égard du pouvoir. Nous avons eu une progression très significative de ce genre de pratique il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et notamment avec des diffusions d'images qui peuvent être plus ou moins compromettantes. Dans le cas d'une dirigeante islamiste, au début, c'était contre les islamistes que ça se tournait. On a simplement montré cette dame dans les rues d'Athènes en compagnie d'un homme, mais avec plein de sous-entendus, avec plein d'interprétations dans la presse aux ordres. Et puis, on a vu des dirigeants toujours islamistes qui ont été arrêtés, soi-disant parce qu'ils avaient eu des rapports sexuels hors mariage, et c'est allé crescendo. Mais je dirais que la preuve que ce genre de stratagème n'est plus utilisé uniquement contre des islamistes, mais aussi contre des personnes qui peuvent être libérales, progressistes, de gauche, etc., je pense qu'elle ne remonte qu'à il y a quelques années. Là, j'ai la certitude que ça a été utilisé de manière très différente avec divers individus depuis au moins 3-4 ans. Beaucoup de personnes me l'ont personnellement déclaré, mais ont préféré garder l'anonymat sur ces situations. Et pour moi, le principal indicateur de cette situation, c'est le nombre de personnes qui est monté au créneau régulièrement contre l'absolutisme, contre la corruption au Maroc, et qui, du jour au lendemain, se taisait ou mettait un bémol ou se soumettait à une autocensure très forte et dont l'explication, à mon avis, ne peut relever que du fait que ces personnes ont subi un chantage extrêmement fort. Je dois signaler ici que j'ai moi-même délibérément décidé de me retirer presque intégralement de la scène publique depuis que ces vidéos avaient été envoyées, en gardant un profil extrêmement bas. Mais il y avait des événements sur lesquels je ne pouvais tout simplement pas me taire. Pour moi, c'était plutôt que de subir l'assassinat moral, c'était un suicide moral que je commettais. Et donc, notamment lorsque des personnes extrêmement estimables, à mon avis, telles que les journalistes Yousef Rissouni, Omar Radi, l'historien Maté Mounjib, ont été poursuivis, incarcérés pour des motifs absolument abracadabrants, notamment sur des accusations liées soit au viol d'autrui, soit au blanchiment d'argent. Et chaque fois que je prenais position, de nouveau, les menaces se faisaient plus pressantes et plus directes. Et donc, depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai décidé de mettre la chose sur la place publique, advienne que pourra. Comment vous interprétez, cher Fouad Abdelmoumni, cette recrudescence des pratiques un petit peu dignes de ce qu'on pourrait appeler une voyoucratie, finalement, à l'égard de toute forme de dissidence? À mon avis, l'absolutisme est complètement dépassé. Il n'a plus aucune légitimité, il n'a plus aucune capacité à apporter des éléments
de légitimation suffisant à la société marocaine. Et donc, comme il ne peut pas empêcher la montée des frustrations pour la majorité écrasante de la population, comme il ne peut pas empêcher que des centaines de milliers de jeunes aient un ton de plus en plus libre et déterminé dans la dénonciation de la situation, eh bien, ce qui lui reste, c'est de cibler la répression sur les petits cercles qui peuvent avoir une légitimité, une force, une capacité à, d'un côté, développer un discours, des programmes, des alternatives, des propositions crédibles, sérieux, convaincants, et d'un autre côté, à créer le liant, créer la capacité à l'unanimité, à une très large adhésion aux principes démocratiques dans la société marocaine entre l'ensemble des composantes qui aujourd'hui continuent d'être atomisées dans leur opposition à l'absolutisme. Donc, quand vous voyez les offres qui existent aujourd'hui, elles sont très, très segmentées. Les progressistes vont avoir parmi eux des gens qui vont avoir des propositions de type plutôt révolutionnaire radical ou plutôt réformiste, des offres plutôt socialistes ou marxisantes ou libérales. Les islamistes vont avoir parmi eux aussi des gens qui sont plus ou moins ouverts à un État laïque ou à un État moderne, un État démocratique, mais aucun n'a la capacité aujourd'hui d'engager une très large majorité dans la société au profit d'un projet nouveau. Et donc, qu'est-ce qui manque au Maroc actuellement pour que cette transition puisse s'opérer de manière à moindre coût, sans basculer dans la violence extrême? Qu'est-ce qui nous manque? À mon avis, ce qui manque, c'est que l'essentiel des forces de la société qui sont convaincues du dépassement de l'absolutisme et de la corruption se mettent d'accord sur des règles minimales qui garantissent le vivre ensemble, qui garantissent le fonctionnement démocratique de l'État et de la société et qui garantissent la capacité à chacun de vivre, de s'exprimer, de s'organiser et de prétendre à exercer le pouvoir au nom de la souveraineté populaire. Que pensez-vous? J'ai posé cette question à une vidéo précédente à Boubka Jamé, que vous connaissez. Que pensez-vous de cette tentative de rapprochement justement entre les forces de gauche et les forces islamistes au Maroc? Peuvent-elles, à moyen terme, aboutir à un véritable consensus démocratique? Je pense qu'il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de survivance de nos sociétés sans ce rapprochement. Je ne prétends pas que ce rapprochement va effacer les clivages idéologiques et politiques, bien au contraire, il va permettre qu'ils s'expriment et s'exercent dans un cadre de convivialité. Et pour moi, on n'est plus du tout dans la logique des décennies antérieures où chacun prétendait qu'il fallait simplement faire la course au pouvoir et celui qui allait l'accaparer pourrait ensuite éradiquer l'ensemble des gens qui sont à ses côtés. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel de la scène politique et intellectuelle marocaine est convaincu que nous sommes une société plurielle, nous sommes une société condamnée à rester plurielle pour encore très longtemps et que personne ne va éradiquer l'autre. L'islamiste va devoir accepter que le progressiste soit à ses côtés et vice-versa, et que nous ne pourrons garantir le vivre ensemble qu'en acceptant que l'autre
existe et qu'il ait autant de droits et autant de garanties que nous-mêmes. Et une dernière question par rapport à ce point-là, mais là, c'est le laïc qui m'habite, qui a envie de vous titiller un petit peu, Monsieur Abdelmoumni. Est-ce que vous pensez que le projet islamiste soit véritablement soluble dans un cadre démocratique? Je vois concrètement l'évolution de ce qu'on appelle l'islamisme aujourd'hui ou de l'essentiel de ces franges, parce qu'il restera toujours évidemment quelques individus et quelques mouvances qui demeureront radicaux, mais l'essentiel aujourd'hui reconnaît la démocratie, reconnaît le vivre ensemble, reconnaît l'autre et prétend simplement à pouvoir s'exprimer et à pouvoir entrer dans une compétition saine, légitime, pour accéder à la majorité des suffrages de la population ou à pouvoir en représenter une partie et négocier cette représentation. Et ça, quand vous voyez les deux franges essentielles de l'islamisme marocain, que sont le PJD et Justice et Bienfaisance, quand vous voyez les milieux qui étaient déjà réputés démocratiques depuis 2 décennies, d'autres organisations moins représentatives mais plus avancées idéologiquement, je pense que c'est exactement l'évolution qu'a connue la démocratie chrétienne en Europe, et c'est exactement l'évolution qu'ont connue les mouvements de gauche en Europe. Eux aussi étaient pour l'accaparement du pouvoir, pour la dictature du prolétariat exercée par le parti du prolétariat, et ainsi de suite. Donc ce sont des évolutions où je ne comprends pas qu'on puisse prétendre que ça peut s'appliquer à certains et pas à d'autres. Mais on peut comprendre aussi que, par exemple, si on suit l'expérience iranienne de ce qui s'y est passé, et en plus proche de nous, parce que je vous avouerai que je n'ai toujours pas pu interpréter ce qui s'est véritablement passé lors du mouvement du 20 février, lorsque nous avons à un moment donné, dans une période charnière, eu le départ des islamistes du mouvement, laissant un petit peu ce mouvement seul face aux foudres du régime. Comment vous interprétez ce départ prématuré? Est-ce qu'il était lié à l'accession au pouvoir de Ben Keren, donc du PJD? Y a-t-il eu des tractations? Je vous avouerai que moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'explication plausible. Alors, sur l'histoire iranienne, oui, il y a eu clairement un accaparement du pouvoir par le clergé islamiste chiite, et il y a eu un État dictatorial et violent qui s'est installé, et c'est absolument imputable à des islamistes. Maintenant, essayez de voir combien d'expériences similaires ont eu lieu au nom du marxisme, au nom du socialisme, au nom du libéralisme, au nom de liberté, égalité, fraternité, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un antécédent de violence, un antécédent d'accaparement, que nous allons pouvoir juger de manière essentialiste que les gens qui flirtent avec ce référentiel sont automatiquement des gens qui ne peuvent adopter que ce modèle. Ce sont des gens qui ont un projet politique, et un projet politique va connaître nécessairement des évolutions, des inflexions, et je pense que les inflexions fondamentales acquises grâce aux récentes décennies sont en train encore de se consolider dans notre région, dans l'acceptation mutuelle, dans l'acceptation que les règles du jeu doivent permettre que chacun existe, que chacun prétende à contribuer à l'espace public, et que la régulation se fasse par la garantie à chacun et de manière inébranlable des droits aux libertés fondamentales, et que chacun puisse continuer d'exercer dans l'arène politique la compétition pour la participation au pouvoir. Concernant l'expérience du retrait de Justice et Bienfaisance du mouvement du 20 février en novembre 2011, je pense qu'il n'y a pas de secret. Ce sont des gens qui s'étaient très fortement impliqués dans le mouvement pendant 9 mois
et qui ont fait leur analyse en considérant que, le contexte externe au mouvement n'était plus aussi porteur qu'auparavant, puisque le pouvoir monarchique avait pu rassembler autour de lui des partis très importants de la scène politique marocaine, notamment par l'intégration au gouvernement d'une aile importante de l'islamisme qu'est le PJD, et d'un autre côté, au sein même du mouvement, il n'y avait pas de disposition à se transformer, à se dépasser soi-même et donc venir avec une nouvelle plateforme de proposition de changement politique. Nous étions toujours dans de l'activisme pur, de la dénonciation négative et pour moi, il n'y a pas eu de trahison ou de choses incompréhensibles dans le comportement de justice et bienfaisance. Et il faut simplement que nos amis laïcs modernistes se rendent compte que le justice et bienfaisance avait accepté pendant 9 mois d'être un des principaux apporteurs de contributions, une des principales, disons, forces qui ont subi le coup du 20 février en termes de mobilisation, en termes de victimes, en termes de violence et d'incarcération, en termes d'efforts logistiques, etc., alors qu'ils avaient été complètement en retrait en termes de représentation politique, en termes de porte-parole de ce mouvement, en termes de slogans, de programmes, etc. Et donc, ils ont dit, soit on se met d'accord sur un programme et vous nous reconnaissez en tant que partie contributive à ce mouvement, soit nous ne voyons pas de sens immédiat à le continuer, mais nous continuons à appeler à une charte commune dans laquelle nous définirons ce que nous considérons comme des engagements mutuels et comme des perspectives pour le mouvement de démocratisation au Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant par rapport à cette histoire de revenge porn? Vous allez continuer le combat? Vous allez continuer la mobilisation? Vous allez porter plainte? Quelle est la suite de cette affaire? Alors, aujourd'hui, je suis dans la dénonciation médiatique. Je ne vois pas d'utilité à aller vers la police et la justice pour porter plainte parce que les expériences que nous avons eues à cet égard ont été suffisantes pour me convaincre et convaincre l'essentiel des concernés que ça ne mène nulle part. Nous sommes avec un appareil policier complètement cadenassé et avec un système judiciaire absolument dépourvu d'indépendance, de neutralité et d'effectivité quand il s'agit d'affaires politiques. Après, comment ça va se développer? Moi, mon espoir est que l'État marocain se rende compte, à travers mes sorties et celles d'autres personnes, j'espère, que le revenge porn et ce genre de comportement vont dorénavant avoir un coût politique prohibitif et qu'ils abandonnent ce genre de comportement de voyous. Quelle sera la démarche demain? Je m'adapterai à ce qui se présentera. Mais pour moi, c'est aussi une partie de la bataille contre la violence de la répression et son caractère ordurier à l'égard de certains des principaux protagonistes du mouvement démocratique au Maroc, notamment ceux que je citais tout à l'heure, l'historien Martin Mounjib, les journalistes Souleymane Rissouni, Omar Radi, les dirigeants du mouvement de revendication sociale du RIF, Zafi et consorts,
et tous les militants, qu'ils soient dans les associations, dans les partis, dans les syndicats, dans la presse, dans les milieux intellectuels, qui sont aujourd'hui soumis à une répression extrêmement violente. Et avant de clôturer cet échange, il y avait un point que nous avons oublié de soulever, c'est juste, mais rapidement, c'est la récente normalisation entre le Maroc et Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça et le deal du siècle présenté côté marocain sur la question du Sahara? Pour moi, c'est quelle que soit la conviction qu'on peut avoir à l'égard du Sahara, il y a deux garde-fous extrêmement dangereux, qu'il est extrêmement dangereux de dépasser ou d'attaquer. Le premier, c'est la moralité. On ne peut pas prétendre défendre une position légitime par un comportement intolérable. Venir aujourd'hui être parmi les pays qui prétendent encore défendre et appuyer les droits des Palestiniens et leur ôter des mains une des très rares cartes qui demeure entre leurs mains, qui est le boycott et le refus de reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes ou réputés tels. Et le second élément dans cette équation, c'est la réflexion stratégique. On ne va pas changer la situation au Sahara en soudoyant un État par un avantage. Ce n'est pas en ayant l'appui d'Israël et des États-Unis pour la marocanité du Sahara que le coût humain et financier de l'affaire du Sahara se résoudra. C'est par le développement d'une véritable offre convaincante, attrayante pour l'ensemble des parties qui permettent de sortir de l'ornière et non pas par la présence d'un grand frère américain qui va aujourd'hui négocier l'appui à Israël, demain la vente d'avions et ainsi de suite. Nous sommes vraiment dans une stratégie de voyous et pas dans une stratégie d'État responsable. Fouad Abdelmoumni, je vous remercie énormément pour cet échange qui fut très riche. Plaisir. Et voilà, et je n'hésiterai pas